Si on était un peu moins corrompu, on pourrait franchement tirer notre épingle du jeu. Et quand je dis nous, je veux dire nous, l'Europe. Et je prétends dans cette vidéo que je suis incroyablement plus européen que tous les pires européistes de ministères et de plateaux de télé, qui sont jamais autre chose qu'individualistes, plutocrates, vendus, corrompus, atlantistes, tout ce que vous voulez, mais qui, au fond, n'ont absolument aucune vision européenne, aucune conscience de ce qu'est l'Europe, et en fait ont pris la place, et on n'aurait jamais dû la leur laisser. J'enregistre cette vidéo à la suite de la précédente, comme aurait dit Monsieur de la Palisse, sur l'or, où je vous avais dit que peut-être que les États-Unis étaient en train de préparer un retour à l'étalon or eux-mêmes. On sait de longue date que la Chine et les BRICS tendent vers un modèle d'étalon or, mais peut-être que les États-Unis pourraient se dire il vaut mieux qu'on fasse exploser la bombe nous-mêmes et qu'on nettoie notre système financier nous-mêmes. Pire encore que on recycle notre système financier sur un système adossé à l'or qui pourrait être tout aussi bullaire. Le terme est pas très beau, mais c'est comme ça. Après tout, c'est ce qu'ils ont fait avec Bretton Woods en 1945. Mais ce à quoi j'avais pas pensé comme un couillon, pour vous dire à quel point on va loin dans le délire, c'est que l'Europe pourrait très bien faire ça, elle aussi. Nous, aujourd'hui, on est dans les mains des États-Unis. Pourquoi ? Parce que nos banques, à partir des années 90, après la chute de l'URSS, cette espèce de grand moment d'hyper-mondialisation à la con, nos banques ont fait une espèce de course à la croissance, il fallait devenir la plus grosse, la plus belle, la plus forte, et se sont surexposées en dollars, mais de manière massive. Parce qu'il fallait être une banque mondiale, et que le commerce se fait en dollars. Se faisait, mais se fait encore. La crise de 2008 étant arrivée, ces banques se sont rendues compte que elles avaient fait énormément, elles avaient pris énormément de positions, des trucs massifs en dollars, mais des dollars qu'elles n'avaient pas. Et des dollars que la Banque de France, ou la Banque Centrale Européenne, ou n'importe quelle banque centrale, n'importe quelle banque nationale européenne, pardon, ne pouvait pas fournir, que seule la Fed, ou des banques américaines, pouvaient fournir des dollars. Et c'est quelque chose, je ne sais pas dans quelle mesure on en a conscience, on n'en parle jamais dans les journaux, mais la première réunion de la Fed, quelques jours à peine après la chute de Lehman Brothers, ils n'ont pas parlé de Lehman Brothers en premier. C'est pas ça. Quand Bernanke a ouvert le comité de la Fed, le comité directeur de la Fed, je vous dis, je sais pas si c'est 3 jours ou 5 jours après la faillite de Lehman Brothers, le premier point, le premier sujet, c'est pas Lehman, ce sont les liquidités pour les banques européennes qui sont en train de s'effondrer, non pas une banque, mais le secteur européen le secteur bancaire européen tout entier. Et c'est ça qui inquiète Bernanke, et c'est pour ça qu'il arrive et qu'il dit « je voudrais rajouter un point avant l'ordre du jour officiel du FOMC, et je voudrais que vous me donniez my own private bazooka, je voudrais que vous me donniez mon petit bazooka personnel pour pouvoir les inonder de liquidités, parce que sinon ils sont foutus. » Et depuis ce temps-là, en fait, il y a quelque chose qui a changé dans les relations entre les États-Unis et l'Europe, qui était qu'on ne peut plus leur dire merde. Excusez-moi, hein, je dis ça grossièrement, mais faut que je fasse gaffe, d'ailleurs je vais me faire démonétiser. On peut plus leur dire zut. Et pourquoi ? Parce qu'ils nous tiennent par la monnaie. C'est une analyse que je développe depuis des années, et donc aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir, parce que, encore une fois, on ne peut pas s'en sortir parce qu'ils ont notre secteur bancaire en joue. Ils peuvent effondrer notre secteur bancaire, c'est-à-dire tout le financement des entreprises européennes, ça veut dire ils peuvent nous mettre à genoux, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous vider le sang d'une économie, c'est la monnaie, ils peuvent nous vider de notre sang instantanément. Mais le truc auquel j'avais jamais pensé comme un imbécile que je suis,
C'est que, ce comportement que j'ai mis, dans la psychologie américaine, c'est pas le nôtre, mais on pourrait le tenir de la même manière. On pourrait dire: «Ben, vous savez quoi? Foutu pour foutu, c'est nous qui allons revenir à l'étalon or». Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a fait un peu les résultats, les comptes des stocks d'or, dans le monde. Les stocks d'or dans le monde, donc il y a à peu près 35 000 tonnes d'or monétaire. C'est-à-dire des lingots qui sont dans les coffres des banques centrales, des pièces, ou dans les coffres des particuliers d'ailleurs. Et ce que je vous disais, c'est qu'il y a une règle un peu de base qui voudrait que pour que vous puissiez créer un étalon or, vous avez besoin d'avoir 60% des réserves mondiales d'or. Et donc les États-Unis ont 8000 tonnes d'or environ. Alors je dis «on», il y a beaucoup de gens qui pensent que les États-Unis auraient vendu leur or et que à Fort Knox, il y aurait plus rien dans les coffres, les trucs à l'ancienne. Je ne pense pas. Juste après juste après avoir fini ma vidéo, le Musk a annoncé qu'il voulait faire un grand audit de Fort Knox et un grand audit des réserves d'or du gouvernement américain. C'est de la com, ça. C'est de la com, ça, parce que ils savent très bien ce qu'il y a comme or. Steve Mnuchin, le secrétaire au Trésor du premier mandat d'Obama, a été, pendant le premier mandat, à Fort Knox, et il a été inspecter l'or de la Fed. Alors, on pourrait aller un cran plus loin et faire un audit complet et bouger toutes les barres. Parce que vous imaginez, quand vous avez 8000 tonnes plus tout l'or que vous stockez pour les autres, on y revient à ça. Si vous commencez à bouger toutes les barres pour effectivement les inventorier et les vérifier, ça prend un peu de temps, sachant que vous faites ça dans un environnement ultra sécurisé, hein, parce que une petite barre d'or, c'est des choses qui valent vite beaucoup d'argent. Ça, effectivement, ça n'a pas été fait depuis une éternité. Mais bon, vous avez quand même du Chine et tout un tas d'officiels américains qui, je crois que c'était... Oh, j'ai plus la date précise. Ont été vérifier ça. Donc, normalement, Trump sait ce qu'il y a effectivement à Fort Knox. Et donc, quand ils vous disent on va faire un audit, franchement, vous dites pas et on va faire un audit sans savoir que vous avez de l'or dedans. Enfin, si vous n'avez pas d'or dans vos coffres, vous fermez votre gueule et puis vous passez à autre chose, quoi. Donc, je souscris pas tout à fait à la théorie comme quoi il y aurait pas d'or dans les coffres de la Fed. Que ça les ait arrangés à un moment qu'on pense qu'il n'y ait pas d'or dans les coffres de la Fed, parce qu'il fallait montrer que l'or, en fait, on s'en foutait, que c'était pas quelque chose d'important, que c'était la fameuse relique barbare de Keynes. Pourquoi pas? Mais qu'ils aient vraiment pas d'or, j'y crois pas. Mais donc, ils auraient 8000 tonnes, mais en Europe. En Europe, on a 12 000 tonnes, on en a plus qu'eux. Ah, bien sûr, c'est en Europe. C'est-à-dire que vous avez l'Allemagne qui en a 3300, 400, 3000, entre 3300 et 3400 tonnes. Vous avez l'Italie qui en a un peu plus que nous, 2500 tonnes, nous 2400 tonnes. Après, vous avez les Pays-Bas qui en ont 600 tonnes. J'aurais dû mettre par-dessus la Suisse, qui est quand même en Europe géographique, qui en a 1000 tonnes, et puis après, vous avez tout un tas de pays qui en ont quelques centaines de tonnes, et quand vous mettez tout ça bout à bout, vous avez 12 000 tonnes d'or en Europe. Alors 12 000 tonnes d'or, pardon, ça ne vous fait pas 60% de 35 000 tonnes. En revanche, vous êtes le faiseur de roi. C'est-à-dire que les États-Unis ne peuvent pas faire leur étalon or sans vous, si c'est ça qu'ils veulent. C'est une spéculation, ce jeu que j'ai pris de dire, tiens, les États-Unis pourraient vouloir couper l'herbe sous le pied de la Chine. De la même manière, les Chinois, pour le moment, ils sont très très loin d'avoir ce qu'il faut comme or. Même si c'est difficile de savoir, est-ce qu'ils ont plus de 4000 tonnes, est-ce qu'ils en ont moins. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on pourrait vachement bien aller voir les Américains et les Chinois de chaque côté et leur dire, bon bah nous, de toute manière foutu pour foutu, puisque notre réseau bancaire est fini, c'est nous qui allons faire sauter la bombe, on va revenir à un étalon or. La question, c'est on y va avec qui? On y va avec les Américains ou on y va avec les Chinois? Et on se retrouve en position de faiseur de roi. Alors ça pose énormément de problèmes, cette affaire-là. La première chose, c'est que, bon, les 12 000 tonnes d'or, ils sont pas sur le territoire en entier. L'Allemagne, qui est pas
débile, rapatrie son or qui était stocké en grande partie à Fort Knox. Et en gros, vous avez l'Allemagne qui a encore 30% de son or, bon an mal an, à Fort Knox, et l'Italie et les Pays-Bas en ont, l'Italie est plutôt 40%, les Pays-Bas aussi, l'Allemagne c'est moins de 30%, c'est pas l'Allemagne, ouais, un petit 30%. Bref, vous avez que 10 000 tonnes d'or sur le territoire européen, donc le jour où éventuellement vous voulez faire sauter cette déflagration, éventuellement, les États-Unis vous rendent pas l'or. Donc vous auriez intérêt à gueuler comme des putois pour qu'on vous rende votre or. Et cela dit, d'ailleurs, la politique française, dans la deuxième moitié du XXe siècle, d'autonomie qui a été impulsée par De Gaulle, mais pas que, a été excellente, parce que le premier problème qui est qu'on récupère notre or, le deuxième problème, qui est celui le plus évident, c'est la défense européenne. Parce que la défense européenne, nous, encore une fois, en France, on a tendance à l'oublier parce qu'on a notre propre défense, mais tous les autres pays, ils ont une défense qui est aux mains des Américains. Donc, si vous commencez à dire aux Américains, donc désormais, on va faire péter le système financier, eux, ils vont vous dire, bon, écoutez, les cocos, votre armée... mais bon, ça, c'est pas ingérable. C'est pas ingérable, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut que vous commenciez à faire réellement une politique de défense, et il faut que vous ayez quelques années de paix. Il faut que vous ayez de la paix à vos frontières pour pouvoir refaire une armée européenne indépendante des États-Unis. Donc, si vous voulez, la guerre en Ukraine, c'est catastrophique pour l'équilibre européen si on voulait retrouver une souveraineté. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la construction européenne au XXe siècle, où vous avez cette lutte entre les gros européistes qui tâchent, qui sont en fait des atlantistes et qui cherchent simplement à bien rattacher l'Europe à la traîne des États-Unis, et les tenants de l'Europe des nations, De Gaulle essentiellement, qui sont en fait les vrais Européens, parce qu'ils savent ce qu'est l'Europe, que l'Europe c'est une somme de nations, qu'on ne fait pas un État fédéral à partir de l'histoire de l'Europe. Il n'y a pas Christophe Colomb qui est arrivé un jour, et puis on a buté tous les autochtones, ou à peu près, et puis on s'est installé là, et puis on a pu faire un État fédéral à partir de ça. Non, il y a une histoire qui est très longue, donc on ne peut pas s'asseoir dessus. Mais en revanche, on aurait aujourd'hui un intérêt supérieur qui pourrait nous permettre collectivement de s'en sortir. Mais pour ça, il faut les foutre dehors. Il faut tuer Bruxelles, quoi. Il n'y a pas d'autre choix, parce que là, vous avez des gens qui jouent contre votre camp. Vous avez aujourd'hui une élite européenne qui joue contre vous, et qui joue même... C'est ce qui est terrible, c'est qu'à moyen terme, ils jouent contre eux-mêmes. Mais donc, voilà cette petite réaction que je voulais faire à la suite de ma vidéo et de ma lettre sur l'or, qui est, on a des moyens de s'en sortir, on peut faire des choses. On peut faire des choses au niveau européen, en faisant réellement de la politique au niveau français et européen, parce que généralement, les gens comme moi, on nous reproche toujours d'être toujours, de gueuler, de dire tout ce qui va pas, et de jamais dire ce qui va, et ce qui pourrait aller, et ce qu'on pourrait faire. Là, on pourrait faire quelque chose. Là, moi je veux dire, les banques centrales européennes devraient se mettre à stocker de l'or, devraient rentrer dans le jeu, et la course au stockage de l'or, on est complètement à la ramasse, parce qu'on n'a rien compris à ça. On devrait se parler, se dire, comment, de faire réellement la scission entre la banque d'affaires et la banque de détail, parce que vous devez protéger vos populations, et on devrait ensuite travailler avec les banques d'affaires pour aller sauver les actifs essentiels, et on devrait refonder une diplomatie pour aller faire ce travail entre les États-Unis et la Chine et les BRICS, pour qu'au final, on pourrait même revenir tous d'un commun accord à une forme d'étalon or, on pourrait même être les faiseurs de roi d'un nouveau système multilatéral, pardon. Je dis pas que c'est des choses qui arrivent, mais ça, c'est des choses qui prennent 10, 15, plutôt 15 ou 20 ans, qui demandent une vision, une stratégie, et qui demandent de virer tous ces gens-là. Je ne saurais pas vous dire si on a les dirigeants qu'on mérite, ou si vraiment on n'y peut rien. Plus jeune, je pensais qu'on avait des dirigeants qu'on mérite, et qu'on avait qu'à se bouger si on voulait en avoir d'autres. L'expérience aidant, je me dis que c'est quand même difficile, avec l'emprise américaine,
de réussir à s'en défaire, surtout qu'on la connaissait pas pendant très longtemps en Europe. C'est vraiment à la fin des années 80 que ces choses-là sont sorties. Mais le fait de prendre conscience de l'emprise américaine en Europe, le fait de prendre conscience du partenariat qui a été profitable au XXe siècle, s'est transformé en une sorte de curé au XXIe siècle, et les États-Unis, c'est quelque chose que je défends depuis assez longtemps, font une sorte de grand plan Marshall à l'envers pour piller nos ressources chez nous. Eh ben, on ne peut plus accepter ça. La première étape, c'est d'en prendre conscience. La deuxième étape, c'est on n'a pas d'autre choix que de virer le personnel politique français et européen. Évidemment, il faut le faire par tout moyen. Et donc, par tout moyen, ça veut dire dans les urnes, il faut voter dans ce sens-là, et ça veut dire aller dans la rue aussi. Ça veut dire dans tout ce qu'on fait de faire ça. Mais on pourrait, en se retroussant les manches, en 10 à 20 ans, retrouver un chemin qui passe forcément par une reprise de souveraineté financière, qui passe forcément par un retour à l'étalon or, et par des moments difficiles. Mais ça veut dire faire l'inverse de ce qu'on se fait en moment. C'est-à-dire, ça veut dire faire la paix en Europe, ça veut dire faire la paix avec Poutine, ça veut dire faire véritablement une Europe dans l'intérêt des nations, et pas une Europe dans l'intérêt des États-Unis. Et ça, on le fera uniquement si on commence par 1, 2, 3 grands pays à mettre tout le monde dehors et à remettre du personnel politique sérieux et qui a une idée de la France, une idée de l'Europe, et qui se met en ordre de marche, parce que si nous, on a détruit notre diplomatie, on est en train de détruire notre armée, il faut faire exactement l'inverse. C'est possible. Franchement, on a l'habitude de dire que la France ne fonctionne que par révolution, et qu'on a tendance à aller le plus profond possible dans la mouise avant de s'en sortir. Le risque de tout ça, c'est qu'un jour, on s'en relève pas du tout. Mais il y a un chemin. En vrai, il y a un chemin, je sais pas comment ça marche à court terme, mais je sais que la première étape d'une prise de conscience collective, une prise de conscience personnelle, et de diffuser ses idées, c'est le début. C'est le début, et c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo. Là où, évidemment, on peut pas tout choisir au niveau collectif, on peut quand même au niveau personnel agir, et la première chose, c'est, vous le savez, moi je vous suggère d'avoir un peu d'or physique chez vous, pour justement, non seulement en cas d'effondrement monétaire, mais aussi parce que si ça serait dans notre intérêt politique européen d'accroître nos réserves d'or, bien évidemment des banques centrales, mais les particuliers qui détiennent de l'or, même si c'est pas directement, ça va dans le bon sens. On peut faire des choses. Pour moi, il faut le faire par tout moyen, personnel, collectif, à tout niveau. Et c'est ma petite contribution ce soir. J'espère que ça vous aura intéressé. Cette petite intervention était plutôt improvisée, mais voilà, dites-moi. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune, commentez, mettez des pouces, et pardon, j'oublie le plus important, je vous dis achetez un peu d'or physique. Comment le faire si vous ne savez pas comment faire? Je vous mets un lien vers un petit dossier que j'appelle l'or simple et sûr. Si vous y connaissez rien et que vous voulez acheter un peu d'or physique, ça vous explique comment ça fonctionne et comment faire. Je vous mets un lien là, vous l'avez probablement aussi par là. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.